Yo l'équipe, avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire, un review et même des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez le faire sur Instagram, n'hésitez pas, c'est dedicated_podcast. Merci à tous, peace out. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On est là donc pour l'épisode numéro 7 du Dedicated Podcast. Et aujourd'hui, on a avec nous Chaka Kagame. Comment tu vas, Chaka? Ça va bien, merci. Merci. Et toi? Ça va très très bien. Alors, Chaka, tu as différentes facettes. Tu as fait des reportages, des documentaires, mais je vais juste faire une petite introduction pour qu'on apprenne un petit peu à te connaître et puis ensuite on viendra sur tes projets. Donc, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation, évidemment. J'ai pas envie que les gens s'arrêtent sur ton actualité et ton dernier projet. Et c'est souvent ce qui arrive. Donc, Chaka, tu as 40 ans. Putain, direct, agression. Écoute, je suis désolé. Non, il faut que je m'habitue. Je viens de les faire. Bon anniversaire. Merci. Donc, tu as 40 ans, tu es pur genevois de la Jonction. Boulevard Karl Vogt. Oui, boulevard Karl Vogt. Non, c'est vrai. Mais j'ai habité à Aulnay d'abord, et puis j'ai surtout vécu le gros de ma vie. J'ai grandi aux Avanchais. Ok, très bien. Ok. Mais c'est vrai que ça fait depuis bon, pur genevois quand même. Pur genevois, ça c'est sûr. Et puis c'est vrai que je suis aussi un jonquillard aussi, parce que ça fait plus de 15 ans que je suis à la Jonction. Magnifique. Beaucoup de Genevois t'ont connu comme rappeur aussi. Et tu es actuellement réalisateur et producteur de documentaires. C'est correct? Je suis réalisateur. Ouais. Sur le podcast, on a coproduit avec la boîte de production d'un ami, mais je me prétendrai pas producteur. Ok, très bien. Merci pour la correction, parce que c'est vrai que souvent on a tendance à pas comprendre qu'est-ce qui est producteur, qu'est-ce qui est réalisateur, etc. Ouais, parce que c'est différent de la musique en fait. Parce que chez nous, dans la musique, tu vois, je dis toujours chez nous, comme si j'étais encore dans le son. un producteur, c'est quelqu'un qui fait les sons, donc c'est le compositeur. Évidemment. Dans le cinéma ou la télé ou dans l'audiovisuel. Le producteur, c'est celui qui finance déjà, en fait. Ouais, qui finance, et puis en fait, donc voilà, tu es réalisateur, puis tu veux avoir un producteur pour trouver les financements pour ton film, et puis c'est une sorte de collaboration et artistique, mais surtout, avant tout, de trouver l'argent pour monter le film. Donc, ok, merci pour l'explication, j'imagine que ça aidera pas mal d'auditeurs. Alors, première question, comme on a expliqué tout à l'heure, donc tu as réalisé des documentaires. Ma première question, c'est vraiment de comprendre tout le processus. Et quand on suit le cursus scolaire suisse, qui, selon moi, il favorise pas vraiment l'art, comment on décide de mener ce métier-là? Comment on décide de se lancer dans ce milieu-là? Et finalement, qu'est-ce qui t'a mené à la réalisation de documentaires, par exemple? Ça dépend. Je pense qu'il y a plusieurs voies, quand même, je pense. Après, moi, à titre personnel, j'ai pas vraiment choisi au niveau académique un cursus artistique. Okay. Donc moi je suis arrivé là, je dirais pas par hasard, mais c'est plus la vie qui m'a amené à ça, dans le sens où moi j'ai fait sciences politiques à l'université de Genève. Okay. J'ai fait un bachelor. Et disons que je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai toujours baigné dans la création, donc dans la musique principalement, et la vidéo, ça m'intéressait également. Mon père, il est journaliste en fait. Okay. Ma mère est enseignante et mon père est journaliste, et puis il travaillait au Rwanda, mon pays d'origine. Et donc, en fait, quand j'ai eu le bachelor, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire après, donc je me suis dit que je n'avais pas envie directement de commencer un master, encore un petit peu à l'aveuglette, entre guillemets. Je me disais, si je fais un master, j'aimerais me spécialiser et savoir ce que je vais faire. Et je me suis dit, je vais peut-être faire un stage avec mon père au Rwanda ou un truc comme ça. Et en fait, je suis tombé, et ça, c'était vraiment par hasard. J'étais voir une amie. Et là-bas, j'ai rencontré, je le connaissais, mais en fait, j'ai vraiment plus discuté avec Frédéric Baïf, qui est un réalisateur genevois, un cinéaste genevois, qui maintenant fait principalement de la fiction, mais à l'époque, il faisait du documentaire. Et puis lui, il rentrait en montage de son dernier film. Et puis je lui ai parlé un petit peu de où j'en étais et tout ça. Puis il m'a dit, moi, si ça te dit, je commence le montage d'un film, viens et puis fais un stage. Ah ouais, incroyable. Voilà. Et puis en fait, j'ai commencé, j'ai kiffé.
J'ai travaillé avec lui sur d'autres projets. Après, j'ai eu une bourse de la ville de Genève, la bourse Simon Patineau, pour aller à Paris. Et puis là-bas, j'ai encore bossé avec lui. Et puis j'ai écrit mon film Bounty. Puis après, j'ai continué comme ça. Ok, bah c'est parfait. C'est une parfaite transition parce que on va parler de Bounty. Donc, tu as réalisé Bounty, donc qui est un film ou un documentaire? C'est un film documentaire. Ouais, film documentaire. Donc, c'est sorti en 2017. Dans le documentaire ou le film, on suit 5 profils différents, si je ne me trompe pas. Afro-descendants, j'ai vu sur quelques vidéos que tu disais afro-européens aussi, dans différentes villes en Suisse. D'où elle vient cette idée de ce concept de suivre des personnes afro-descendants, mais qui sont dans différents endroits en Suisse? C'est simplement, c'était lié au fait, assez rapidement, moi, quand j'ai commencé à me dire qu'il fallait que j'avais envie de faire un film, c'est assez naturellement que cette idée est venue, tout simplement parce que c'est ce que je suis, quoi. Tu vois, et puis j'avais pas vu de film qui traitait de ce sujet, quoi, qui parlait des Suisses noirs. C'est un truc que je voyais pas, ou sinon que les rares fois où j'avais pu le voir, mais en fait non, je l'avais jamais vu. Et moi, la question de l'identité, c'est quelque chose qui me travaille depuis que je suis petit. En fait, même dans la musique, j'avais sorti un album qui s'appelait Étranger chez moi. J'ai toujours été très porté par ça, habité un petit peu par cette question. Et donc, c'est assez logiquement que dès que j'ai commencé à faire du cinéma, j'ai voulu le faire. Mais j'ai voulu faire un film justement qui parle de ça qui nous montre dans des cadres de vie sans être là à parler que de racisme ou parler que de ci ou parler que de ça. Je voulais un truc un peu plus naturel, des choses que j'ai pas l'habitude de voir, ne serait-ce qu'une maman qui est là, qui coiffe l'afro de sa fille, des choses comme ça. Et c'est pour ça que j'ai fait un film, ce qu'on appelle un documentaire d'immersion, dans le sens où il n'y a pas d'interview, il n'y a pas de voix off. C'est vraiment, je suis les gens dans leur vie. Et puis, je voulais avoir un truc un peu représentatif. Donc, je me suis dit que j'allais suivre des gens de différents âges, de différents milieux sociaux et de différents coins de la Suisse, quoi. Je voulais pas faire un truc sur Genève. D'ailleurs, il y a... Jacques, je crois. Il est proche de Neuchâtel, je crois. Bakary, mais bon, lui, il appartient à tout le monde. Mais il est, à la base, il est de Fribourg et puis il travaille partout dans la Suisse. Ouais. Mais à un moment, il va faire essayer ses habits de Neuchâtel. Ouais, j'ai reconnu dans le reportage. Le truc. Et puis la boîte de production avec laquelle je travaille sur ce film et puis aussi sur mon documentaire suivant, les productions JMH et Philofilm, ils sont à Neuchâtel aussi. Ok. Et donc, et puis aussi, il y a Winta, et puis ça, qui sont érythréennes aussi, de Genève. Et donc, voilà, avoir des choses dans la vie de tous les jours, et puis de faire en sorte que les questionnements apparaissent, tu vois, vraiment dans leur vie. Ok. Donc, comme tu as dit, tu as voulu faire passer tous ces différents messages et montrer vraiment la réalité des afro-descendants en Suisse, que ce soit, donc, comme tu as dit, ici à Genève ou alors d'autres régions de la Suisse. Moi, ça m'intéresse, et tu l'as peut-être évoqué tout à l'heure avec la bourse de Genève, je ne sais pas si c'est lié, mais comment on finance ce genre de projet ? Il y a plusieurs moyens de faire ça. Ou dans le cadre de Bounty, par exemple. Dans le cadre de Bounty, c'est un film. Tu peux faire un film toi-même, quoi. C'est vrai. Il y a plusieurs moyens de faire ça. C'est un film qui a été financé, si tu veux. Ouais. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport au travail de producteur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une boîte de production. Tu as des boîtes de production cinéma ou audiovisuel en Suisse romande. Et je leur ai proposé ce projet-là. Et voilà, à partir du moment où c'était chaud, si tu veux, où eux étaient motivés par ça, j'ai commencé à travailler avec eux sur le financement du film. Parce que le cinéma ou même la télévision, c'est des industries subventionnées en Suisse. Donc, tu as des commissions de films 4 fois par an, et puis à différentes étapes, l'étape de l'écriture, l'étape du développement écriture, l'étape de la réalisation et l'étape du montage, tu soumets des dossiers de films à ces commissions pour avoir... en fait, le boulot du producteur, c'est de trouver ça là ou de trouver l'argent ailleurs, d'investir aussi une partie de l'argent. Et puis, le réalisateur, il signe un contrat. À partir de ce moment-là, moi, j'ai un contrat avec eux, donc je travaille, je suis... je dis en règle générale, je suis payé par la boîte de production qui va chercher tous les fonds
nécessaires au projet, auprès de la télévision suisse romande par exemple, si on arrive à la voir, ou d'autres, et aussi à des fondations privées, etc. Puis à la fin, ton salaire, il fait partie des charges de la production du film. Donc souvent, c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça que ça s'est passé pour Bounty. C'était mon premier film, mais bon, j'ai eu la chance que ça se déroule comme ça, même si c'était un procédé long. C'est souvent un procédé long. Justement, ça dure combien de temps? Plusieurs fois, ça dépend. Bounty, ça a mis 2 ans. 2 ans. Le moment où je signe, si tu veux, avec la boîte de production, et le moment où on fait le premier jour de tournage, ça a mis 2 ans. Donc, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est rare que 2014, 2015. toutes les commissions puis que ça passe d'un coup. Donc, non, en fait, parce que c'est 2011 quand j'ai commencé. Avec GMH, 2012, 2013. C'est mi-2013 qu'on commence à tourner. Et puis bon, dans tout ce processus-là aussi, c'est ce qu'on appelle la pré-production. Donc c'est là aussi où je fais le casting, si tu veux, où je cherche les gens, machin. Ça a mis du temps parce que j'avais besoin de rencontrer plein de gens un peu partout en Suisse et tout. Puis tu fais tes choix. Et puis il faut aussi que les gens, tu vois, ils apprennent à te connaître, qu'ils te fassent confiance, etc. Tu vois, parce que c'est quelque chose où je rentre vraiment dans leur intimité, dans leur vie et tout. Exact. Et on a tourné de 2013 à 2013-2014, tout début 2015, peut-être les derniers jours de tournage. On a monté 2015, il était prêt à l'été 2015. Et ensuite, on a mis quasiment 2 ans à le sortir parce qu'on avait... Parce que les festivals de films n'étaient pas trop intéressés par le film. Ça a été un petit peu compliqué au point où, en fait, on n'a pas fait de sortie de première en festival. On l'a sorti directement. Et puis là, par contre, il y a eu une sorte d'engouement populaire. C'est pour te dire, même à Neuchâtel, en fait, on en a beaucoup entendu parler, surtout dans la communauté. Il était au cinéma. Oui, exactement. Cinéma minimum. Exactement. Donc, et c'est hyper intéressant ce que tu dis, mais pour dire que l'idée peut-être a démarré 2011, ensuite le tournage 2013. 6 ans. 6 ans, mais et comment on fait? C'est pas difficile d'attendre aussi longtemps? Enfin, je sais pas, moi par exemple, dans le cadre du podcast par exemple, j'enregistre, j'aimerais le sortir 2 semaines plus tard au plus, quoi. Comment aussi on gère le fait d'avoir un projet et puis de le garder aussi longtemps? C'est parce que les jeunes, ils n'ont pas la patience, tu vois. Non, oui, c'est long, c'est des processus qui sont hyper longs. Après, quand tu commences le truc, tu te dis toujours que dans 2 ans, il est sorti le truc. Tu te dis jamais, ça dans se passe. 6 ans. En fait, le truc, c'est que ça se complique tout le temps. Ouais. En vrai, de vrai, c'est ça. Après, tu sais aussi que les processus, ils sont longs quand tu fais un film. Il faut être patient, tu vois. Bien sûr. Il faut être patient. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Et puis que des fois, c'est bien. Typiquement, quand tu travailles avec la télévision, ou même le podcast là, que j'ai fait, dans le sens où, bon, le tout, la mise en production a un peu mis du temps, mais vraiment, quand j'ai travaillé dessus, ça a duré 3 mois, puis il est sorti au bout de 3 mois. Et ça, c'est vrai que c'est important, ça, en fait. Même parce que là, je travaille sur mon second long-métrage documentaire au Rwanda. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais ça fait là aussi des années que je suis dessus, tu vois, entre le moment où j'ai commencé. Enfin, vraiment, c'est très, très long. Et donc, c'est important d'avoir des entre-projets. Maintenant, c'est aussi quelque chose auquel j'essaie de faire gaffe. Non, c'est long. Franchement, c'est long. Mais je dirais qu'une des choses, c'est qu'on sait quand même qu'on part pour quelque chose de long. Ça fait partie du processus. Et puis on apprend, en fait. Le truc, c'est de travailler par étapes aussi. Exactement. Tu as l'écriture, tu as le moment où tu travailles sur ton film, tu peux peut-être travailler sur quelqu'un, sur le scénario. En plus, le documentaire, c'est particulier. Tu écris une sorte de scénario. Mais en fait, tu ne sais pas ce qui va se passer vu que c'est la vraie vie. Et donc après, tu dois trouver des gens qui correspondent un peu aux idées que tu t'es faites. Puis après, tu les rencontres. Puis après, puis après, il se passe des choses. Donc il y a tout plein d'étapes. Donc, si tu réfléchis un peu par étapes, c'est plus simple. Tu vois, tu te dis pas, j'ai une idée, puis tout d'un coup, il y a un film. Je comprends tout à fait. Je veux dire, En tout cas, merci pour l'explication de tout, du processus et aussi du temps que ça prend, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas souvent compte, moi qui ai regardé Bounty peut-être en 2018, c'est vrai que je ne me suis pas dit que ça avait démarré en 2011. Non, c'est abusé. Alors là, on va passer, et tu l'as déjà évoqué, donc là, on va passer sur ton dernier projet, qui est sorti, évidemment, le Boulevard du Village Noir. Alors, je vais faire une petite introduction parce que je pense que c'est important que les gens comprennent le documentaire audio, podcast, et que, évidemment, vous alliez écouter ce podcast. Alors, il est sorti en juin 2023 en coproduction avec la RTS, pardon. Pour résumer, c'est le récit d'un événement de ta vie, une agression raciste et physique
dans un bar de ta rue, boulevard Karl Vogt. Le juge, il prononcera finalement donc une sanction uniquement sur l'aspect physique en première instance. Et c'est autour de tout ça que démarre l'événement. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce documentaire, c'est comme le type qui va dans sa cave et il ouvre une malle pleine de poussière. Et puis, quand il l'ouvre, dans ce cas-là, il ne va pas trouver des trésors, mais il trouve la réalité de la Suisse d'il y a 100 ans à maintenant. Et quand on vit ce genre d'événement, et ça, c'est ma question, est-ce qu'on a l'impression d'être étranger chez soi? Et du coup, je fais référence à ton album sorti en 2004, Étranger chez moi. Mais tu l'as spoilé tout à l'heure. On peut sauter la question rien que pour ça. Mais du coup, est-ce que tu avais l'impression d'être étranger chez toi après l'événement, après cette agression dans ce bar? Enfin, c'était un bar-resto, si je ne me trompe pas. Ouais, un bar-resto d'ailleurs. Je me suis fait pas mal vanner parce que j'utilisais tout le temps l'expression bar-resto, café-resto. Alors, l'événement en lui-même, donc cette agression-là raciste que j'ai vécue dans ce café, c'est le point de départ, entre guillemets, de l'histoire. Mais le moment où j'ai décidé vraiment de faire le podcast, c'est le moment où j'ai reçu, parce que donc j'ai déposé plainte suite à ça, c'est le moment où j'ai reçu la première décision de justice qui, comme tu l'as expliqué, ne prenait pas en compte le caractère raciste de l'agression, en fait. C'est vraiment là où je me suis dit, là, ça dépasse mon propre cas, il y a un problème, et puis il y a moyen d'en dire quelque chose, quoi. Et oui, c'est le moment où je me suis dit, ouais, non, ça déconne, tu vois, au niveau sociétal. Après, le côté étranger chez moi, ça c'est un peu, tu vois, c'est le quotidien, peut-être. Ouais, mais après, sans que ce soit tu vois, quand tu grandis, que tu as des origines d'ailleurs, tu vois, il n'y a pas besoin d'être d'origine africaine, tu vois. Ce côté-là, il est souvent présent, donc c'est pour ça que j'avais appelé cet album comme ça à la base. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, à la base, au tout début, quand j'écris, à la base, Bounty, en fait, le film, le titre de base provisoire, c'était Étranger chez moi, d'ailleurs, au tout début. Ouais. Et après, Back to Back, tu aurais pu faire. Ouais, c'est vrai, mais ça aurait fait un peu beaucoup. C'est vrai. Puis c'était pas assez spécifique, il n'y avait pas vraiment un peu le caractère lié à l'identité noire et tout ça, tu vois. C'est pour ça qu'après j'étais allé sur Bounty, mais qui est aussi un titre que certains ne comprenaient pas, parce que c'est pas vraiment. Ouais, il y a des gens qui ne comprenaient pas dans le sens où tu as plein de gens Bounty qui pensaient que j'allais faire un film sur les Bounty, tu vois, un truc un peu à charge, je sais pas quoi, alors qu'en fait c'était juste le terme qui m'intéressait, parce qu'il parlait de qu'est-ce que c'est être noir, être un blanc, tu vois. Un Bounty, c'est un noir qui est censé agir comme un blanc, donc je trouvais intéressant par rapport à ça. Et donc, donc c'est cette décision de justice-là qui m'a vraiment fait me dire qu'il y avait quelque chose à faire. Et le podcast, c'est un format, c'est un médium. C'était la première fois que je faisais ça, mais ça fait quelques années que je m'intéressais à ce médium-là. Et assez rapidement, je me suis dit que là, c'était probablement la bonne histoire pour ça, typiquement parce que déjà, de un, c'était moi qui étais au milieu de l'histoire. Donc mettre une caméra sur ma tronche pendant tout ce... j'avais plus de réticence à le faire, tu vois. Et tu vois, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que en fait, la voix, le côté podcast, tu le sais parce que tu en fais un, et en fait, tu as une sorte de proximité. Il n'y a pas d'image, mais il y a presque une intimité plus rapide qui se fait avec l'auditeur, tu vois. Suivant l'histoire aussi que tu racontes et tout ça. Et donc là, c'était intéressant par rapport à ça. Et donc assez rapidement, j'ai commencé à bosser sur ça. Alors pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous conseille vivement de le faire. Honte à eux déjà. Ouais, alors honte à vous, mais foncez écouter le podcast. C'est vraiment... C'est sur le site de la RTS, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes d'écoute. Tu vois, t'as fait tes devoirs aussi. J'ai fait mon deuil, mais maintenant c'est automatique. Il y a alors, comme j'ai dit, tu racontes ton histoire, mais tu racontes plein d'autres histoires. Et moi, je voulais savoir comment ces idées, ce concept t'est venu. Parce que oui, tu parles de ton agression, mais tu parles aussi de Karl Vogt, tu parles aussi de plein d'autres choses. Comment l'idée du concept, elle vient, en fait ? De base, en tout cas, assez rapidement, quand j'ai écrit, quand j'ai écrit le projet, parce que tout d'abord, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai déposé le projet auprès de la ville de Genève. Il y a une bourse
qui est lié à la lutte contre le racisme anti-noir. Okay. Et j'ai obtenu ça, c'était printemps 2021. Et là, déjà, j'avais déjà le format en épisode et j'avais déjà un petit peu, il me semble, le concept de l'épisode 1 avec l'agression, après le côté justice. Et puis, en tout cas, ça arrivait assez vite. Et puis, en fait, il se trouve que assez rapidement, j'ai identifié le fait qu'en fait, c'est assez fou, mais que tu as cette agression, mais qu'il y a surtout un rapport à la territorialité de cette histoire qui est assez tarée, tu vois. C'est complètement fou. Ouais, on va pas spoiler, mais... par rapport à la territorialité, en tout cas sur le début, territorialité, c'est là la violence. Ouais, elle est dure. Tu vois, j'habite dans ce boulevard, tu vois, c'était en bas de chez moi. Le mec qui m'a agressé, il était aussi de cette rue. Là. Karl Vogt, je savais déjà, tu vois, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des polémiques, un peu comme de Pury à Neuchâtel. Exactement. Bien vu. Sur lui, et donc je savais déjà ça un peu, et j'avais connaissance aussi de l'histoire du village noir, tu vois. Après, pas forcément en détail, mais je savais. Et en fait, je savais pas que c'était exactement placé là. Je pensais que c'était un peu plus loin, mais je savais que c'était dans le quartier, qu'à l'époque, il y avait eu le village noir lors de l'exposition nationale de Genève. Donc je me suis dit, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, des choses qui parlent de l'histoire du racisme, etc. Et donc, assez rapidement, j'ai un petit peu fait ce truc-là. Et je connaissais l'histoire de mes parents aussi, qu'on entend au bout d'un moment. Mais c'est vrai que tant que tu l'as pas vraiment, t'as pas travaillé dessus, il y a des liens que j'ai fait plus tard, quoi, au fur et à mesure de mes recherches. Typiquement, des choses liées au musée d'ethnographie aussi. Exactement. Parce que le musée d'ethnographie qui est là. Exact. Ouais, non, c'est assez fou. Et la connexion avec la RTS, donc, qui coproduit, elle se fait comment? C'est toi qui leur proposes le concept? Ouais. En fait, du coup, moi, quand j'ai appliqué, j'ai eu cette subvention de la ville de Genève. Et très rapidement, dès que j'ai décidé de faire un podcast, j'ai contacté un ami à moi qui est journaliste et réalisateur, qui s'appelle Antoine Harari, qui a une boîte de production qui s'appelle Futur Proche. Et en fait, lui, c'est quelqu'un avec qui j'ai échangé déjà depuis plusieurs années sur le podcast. En fait, lui, il connaissait bien, il m'envoyait des trucs américains, entre autres. Il y a un podcast qui m'a vraiment impressionné, qui s'appelle Serial. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Serial. Ça, je conseille à tout le monde. C'est assez fou. Après, c'est très enquête et tout ça. Mais la saison 1, c'est une saison sur une affaire d'un jeune américain d'origine pakistanaise qui est accusé d'avoir tué sa copine à Baltimore au début des années 2000, au moment de The Wire. Ouais, dans l'ambiance de Wire un peu, mais c'est vraiment en mode 2001, tu vois, le moment où les communautés musulmanes sont hyper pointées du doigt aux États-Unis. Et son procès et tout, c'est genre n'importe quoi. Et en fait, il décortique tout ça, et puis à façon de Wire, carrément, tu as une sorte de portrait de l'Amérique à travers tout ce truc-là. Et c'est hyper prenant, franchement. Serial, hyper bien. Et donc, et aussi, en France aussi, c'est un format qui s'est vraiment développé, c'est-à-dire le côté podcast, documentaire audio, quoi. Et donc, Arte Radio, par exemple, ils font beaucoup de choses très intéressantes. France Culture aussi, il y a plein de choses. Donc, je découvrais tous ces trucs aussi via Antoine. Et donc, ouais, assez rapidement, j'ai été vers lui, je lui ai parlé de mon projet, et puis on s'est dit qu'on allait bosser ensemble dessus. Et puis, on a été, du coup, voir la RTS avec ce projet. Et puis, ça a pris un peu de temps à se faire. Ils ont montré, avant ça, on avait même contacté des boîtes de production françaises et tout ça. Il y en a qui étaient intéressés, d'autres moins. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et puis, on a contacté la RTS, et puis on a, ça a mis pas mal de temps à se faire. Qui est aussi presque à la rue Karl Vogt. C'est assez. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, en fait, la tour, elle est juste à côté. Ouais, elle est juste à côté. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est abusé. Mais par contre, en fait, on n'a pas. C'est-à-dire, tout l'aspect radio, il est à Lausanne. Ouais. Donc, c'était pas. Il n'y a pas eu ça dans le rapport. Tu vois, j'ai bossé à Lausanne tout le long, l'enregistrement et tout s'est fait. Ah, ok. Ouais, c'est vrai. Ah, ouais, c'est juste. Oui, il y a Couleur 3, tout ça, là. Exactement, à la Sala. Ouais. Mais c'est vrai que si on l'avait fait en plus juste au-dessus, ça aurait été un autre délire aussi. Ça aurait été. Mais ouais, il y a vraiment. Inception, un peu, genre. Exactement. Et donc, ouais, on les a contactés, et ils avaient commencé ce qu'ils appellent un flux podcast, quoi. C'est comme tu vois, une série de thèmes comme ça. Et il y en avait un qui s'appelle La face cachée de la Suisse, qui parle un petit peu de choses de l'histoire suisse qu'on ne connaît pas, quoi, qui sont un peu cachées comme ça. Et la première saison, c'est Au terrible temps des sorcières, qui est un podcast sur l'histoire des sorcières en Suisse, parce que la Suisse,
c'est le pays, c'est un des coins où il y a eu les pires chasses aux sorcières en Europe, quoi. Et il est vachement bien d'ailleurs. Et donc voilà, pour la saison 2, ça les intéressait d'avoir ce projet-là. Et donc voilà, c'est ça. Mais donc ça a fait que ça devait être fin 2021 comme ça que je les ai approchés. Et puis on a commencé la production du podcast début 2023, les premières maquettes. Puis ensuite, durant tout le printemps, j'ai bossé dessus pendant 3 mois, quoi. Charbon, et puis c'est sorti au mois de juin. C'est sorti au buzzer. Buzzer, en juin. Donc peut-être que je pense que tu as déjà répondu à la question, mais tu as fait ça en format documentaire audio, avec des références aussi américaines et françaises que tu as citées tout à l'heure qui t'ont inspiré. Finalement, le fait que ce soit pas vidéo, c'est simplement parce que tu voulais pas te mettre toi devant la caméra tout le long. Non, c'est pas simplement à cause de ça. Je saurais pas vraiment dire. En fait, le truc, c'est que c'est la première question qu'on me pose un peu. La vérité, c'est que je m'intéressais au podcast. Ouais. Je pense que ça a joué, le fait que ce soit un petit peu mon histoire, tu vois. Ça a dû jouer. Je trouvais que l'histoire, elle allait bien avec ça, tu vois. Et en fait, au début, quand j'ai fait ça, je me suis dit, je vais commencer à enregistrer des trucs, parce qu'en fait, il y avait le procès, tu vois. Ouais. À la base, quand on commençait, on se disait que ça se trouve, on allait finir, tu vois, au tribunal de la haie, des trucs d'un mode. On n'en savait rien. Donc, mon avocat, il était en mode, là, il y a un petit peu, c'est pas normal, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir aller loin, tu vois. Et puis voilà, donc je me suis dit, je vais commencer à enregistrer un peu des trucs. Ça a l'air d'être bien. Et je pense que ça a joué, tu vois, parce que c'est vrai que pour moi, c'est pas naturel de prendre une caméra et puis de commencer à filmer, tu vois. Donc je pense que c'est un petit peu les deux, mais je trouvais vraiment que l'histoire, elle allait bien aussi avec ça, tu vois. Le récit de ça, tu vois. Même le fait de devoir rejouer quelque chose qui s'est passé, tu vois, à l'image, je trouvais que c'était pas... Franchement, je me rappelle pas vraiment quand j'ai décidé, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est venu très vite parce que je me suis dit que ça, c'est une bonne histoire à pouvoir traiter de manière audio. Mais après, je savais pas du tout ce que j'allais faire parce qu'en vrai, comme je t'ai dit, c'est la première fois que je faisais ça. Donc, en tout cas, moi j'ai vraiment adoré écouter ça. J'ai vraiment eu l'impression de regarder une série. Je me suis fait mes images moi-même finalement. Excellent, c'est ça. C'est un peu comme un livre. Exactement. Documentaire audio. C'est vraiment... c'est vraiment comme ça que je l'ai vu. Yes. On veut pas spoiler, mais plutôt pousser les gens à aller écouter donc, les 6 épisodes, si je ne me trompe pas, de 27-30 minutes. Exact. Donc tu mentionnes différentes choses, donc les étapes de l'événement, le jugement, tes parents qui ont vécu des événements similaires, le rôle de la Suisse durant l'esclavage. On a parlé du personnage de Karl Vogt. Et finalement, le village suisse au bout de la rue. Le village nègre. Pardon. Le village noir, le village nègre. Mais c'était dans le cadre de Village Suisse. C'était dans le cadre de l'exposition nationale. De l'exposition nationale suisse, pardon. Et ils ont fait le village nègre. Il y avait un village suisse et il y avait un village nègre. C'était les deux attractions, si tu veux, tu vois, principales. Il est pas interdit le mot ici, tu vois. En fait, c'est avec le village, exact, parce qu'il y a aussi cette discussion. Tu dis ça, mais on verra. Mets-la en titre du podcast, on va voir comment ça va se passer. En fait, parce que c'était aussi ça, mais ça c'était intéressant, parce que donc il y avait cette discussion, et puis voilà, c'est pareil, c'est vrai qu'on va spoiler, mais en fait, c'est comme ça. Mais souvent, c'est-à-dire, voilà, le mot, le fait que ce soit des villages nègres, que ce soit comme ça que ça s'appelle, c'était problématique, en fait, par rapport à la promotion du podcast, c'est-à-dire quand c'est dans le titre, mais le fait qu'on en parle dedans, et qu'on dise le mot n'était pas un problème. Ça, c'est des questions de métaverse. Exact. Mais je pense que derrière ça, il y avait aussi des considérations d'ordre plus marketing. Exactement. Et puis parce que c'est normal, c'est un mot tabou. Plutôt dur, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que le fait qu'il soit... Tu vois, c'est un village qui est, tu vois. Ouais. Et puis en fait, c'est ce qu'ils utilisaient. Tu vois, faut savoir un truc, c'est que noir, parce que du coup, j'ai fait beaucoup de recherches liées à l'histoire du village noir, mais aussi des villages, parce qu'il y en avait plusieurs. Il y en a plusieurs, il y en avait plusieurs, à plusieurs étapes, mais les deux grands, c'est 1896, le village noir de l'Exposition nationale de Genève, et 1925 ou 26, 25 je crois, au comptoir de Lausanne. Là aussi, donc c'est il y a moins de 100 ans. Oui, mais de toute façon, ça a duré. Mais non, mais il y en avait. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y en avait. Mais ce que je dis, c'est que là, c'est des trucs avec des centaines de personnes. Tu vois. Ouais. Sinon, tu avais des petits trucs itinérants, tu avais des trucs avec moins de gens. À Lausanne, je ne sais plus, il faudrait que je regarde, mais j'avais trouvé un truc aussi, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Et juste pour recontextualiser, pour que les auditeurs et les auditrices comprennent,
les villages noirs, les villages nègres, Ouais, c'était des personnes qui... Enfin, c'était des expositions où des personnes d'Afrique étaient donc amenées en Suisse pour être exposées. Alors, je ne sais pas si c'était dans des cages ou Non, encerclées, mais... là, c'était pas des cages, mais il y a des... En fait, c'était quelque chose qui était très en vogue à la fin du 19e siècle, un peu partout en Occident, hein, donc aux États-Unis, en Europe. Genre, la grande exposition du jardin zoologique de Paris, c'est très connu, machin. En effet, on voit des images. Ouais, et c'est quelque chose qui était très très répandu, puis qui a eu un grand impact. Donc oui, c'était des expos. Maintenant, souvent, souvent on en parle comme les zoos humains aussi. Ouais. Donc ça, c'est un truc qui est plus ou moins polémique, parce que justement, tu avais aussi différents genres d'expositions. Tu en avais justement où c'était vachement en mode cage, machin. Tu en avais d'autres. À Genève, en l'occurrence, les mecs, ils étaient payés. Apparemment, ils avaient le droit aussi des fois de sortir. C'était un truc un peu différent, mais qui restait, qui restait une exposition, quoi. Donc, voilà, c'est-à-dire que c'était... Après, ils exposaient aussi des gens de différentes origines, mais la différence avec le village noir, c'est que là, tu avais genre 200 personnes. Donc là, en l'occurrence, c'était des gens originaires du Sénégal, mais c'est des gens aussi qui avaient des sortes de contrats. Après les 200, j'en sais rien, mais souvent, c'était des mêmes familles. C'est les mêmes familles qui faisaient ce genre de trucs-là, qui venaient, et puis c'était des impresarios occidentaux qui les ramenaient. Et puis les mecs, tu vois, là, en l'occurrence, à Genève, ils ont eu une embrouille avec l'impresario, ils s'est barré avec la caisse. Puis après, les habitants du village noir, ils avaient des représentants, ils ont négocié le truc pour... Donc c'était quand même un rapport entre guillemets de travail, même s'il était très déséquilibré. Et ouais, les gens venaient les voir comme dans un zoo. Et c'est un truc qui a eu une grosse influence, parce que l'exposition nationale de Genève, c'était tu vois, c'est l'expo nationale, et c'était la deuxième, c'était la première en Suisse romande. C'est un truc qui a eu un impact énorme. Ouais. Et donc les gens, ils venaient voir des Noirs comme ça, quoi. Les mecs, ils étaient juste là, ils travaillaient un petit peu, ils faisaient des spectacles, des trucs comme ça, quoi. Puis ça a duré des mois. Ouais. Ouais. C'est assez... Enfin, moi, j'ai été très choqué de l'entendre. J'étais pas au courant, moi. Alors, j'étais au courant de ce de Paris. Il me semble que j'en avais eu un aussi en Belgique. Mais je savais pas que c'était arrivé ici en Suisse et surtout à Genève. Après, je pense que tout le monde a un peu cette image de la Suisse qui était plutôt clean, etc. Et puis on apprend de plus en plus que pas du tout. Alors en tant que Neuchâtelois, évidemment, de Purie, j'ai suivi. Et c'est important, je pense, de continuer aussi à transmettre ces informations, parce qu'on ne nous en parle pas à l'école. À l'école, moi je me souviens, à Neuchâtel, on nous a parlé de Purie, mais on ne m'a pas du tout expliqué l'aspect sur l'esclavage. Donc, du bienfaiteur. Ouais, donc voilà, quoi. C'était un peu ma question pour conclure le boulevard du village noir. Mais en tout cas, je recommande vraiment à tout le monde d'aller écouter, parce que je pense qu'il y a beaucoup à apprendre sur la Suisse, sur ce que tu as vécu aussi. Et c'est très, 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 très enrichissant. Donc voilà, foncez. Merci, franchement, pour moi, c'était aussi quelque chose, j'ai appris beaucoup, parce que non plus, moi je savais, mais j'avais une connaissance très globale de ce truc-là. Donc en fait, en l'occurrence, là, dans les recherches que je faisais, c'était... ça aussi, c'est intéressant à savoir, parce que depuis même moins d'une dizaine d'années, ils ont archives. En fait, il y a les archives de la presse romande. Elles sont publiques. En fait, ils ont digitalisé une grosse partie des archives de la presse romande, donc tu peux trouver ça sur le net, etc. Et c'est comme ça que j'ai fait beaucoup de mes recherches. Et donc, tu as accès aux journaux. Et tu vois, c'est comme on avait parlé avec le mot nègre. Avant la Seconde Guerre mondiale, le mot noir, il n'existe quasiment pas. Tu vois, donc en fait, c'est quasiment que ça. Après, on disait beaucoup le village noir. La plupart du temps, ils disaient le village nègre. Mais le mot village noir, il était utilisé aussi. Mais plus parce que c'est le village qui est noir, etc. Mais ils ne disaient pas les noirs, ils disaient en général les Africains, les nègres, tu vois, l'art nègre, le machin. Donc c'était le mot qui était utilisé et tout ça. Et c'est intéressant, parce que c'est aussi, j'en parle dans le podcast. Moi, je suis la génération de mes parents, c'est une génération qui est arrivée dans les années 70 en Suisse, tu vois, il y a déjà un moment, donc ils faisaient partie des premières générations de Noirs en Suisse. Et dans mon esprit, c'était eux les premiers, tu vois. Et puis on ne connaît pas bien, en fait. On ne sait pas comment c'était la Suisse. Même à la Seconde Guerre mondiale, on n'a jamais de film. Enfin, tu vois, c'est rare, on connaît peu. Et donc là, voilà, j'ai découvert que tu avais déjà des Noirs, tu vois. Il y en avait peu, mais il y en avait, tu vois, en Suisse. À Genève et tout ça, à la fin du 19e siècle. Et tu vois des petites annonces, tu vois. Des trucs, je te jure, des trucs comme ça. Jeune nègre, cherche travail de maison, Grange Canal, machin. J'ai trouvé plein de trucs comme ça. Franchement, c'est incroyable. Et du coup, tu arrives
Et puis, tu en avais dans le cadre du spectacle, évidemment, tu as toujours ce truc, cette fascination, machin. Donc, tu avais le contorsionniste nègre, blablabla, qui était connu, qui était une vedette, des trucs comme ça. Non, c'est intéressant. C'est hyper intéressant à voir, franchement, ce côté archive. Puis en fait, après, puis c'est là, comme ça, j'ai trouvé des trucs aussi sur ma famille, parce que tu tapes ton nom, tu tapes la région, puis tu regardes des trucs qui ressortent. Hein. C'est vachement bien, ça, je conseille à tout le monde. Bon, bah alors foncez dans les archives de la presse pour après avoir foncé écouter le podcast. Exactement. Disponible sur toutes les plateformes de streaming et sur RTS Play. RTS Play, le site de la RTS, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes d'écoute. Putain, on dirait un robot. Bah, tu le fais bien, hein. C'est pas mal, hein. Ouais, super. Non, Ah, et puis, parce qu'au début, à un moment, je me gourais et je disais toutes les plateformes de streaming. Sur Netflix. Les plateformes de streaming, c'est ce qu'on a l'habitude quand on dit les plateformes. Non, c'est toutes les plateformes d'écoute. Voilà. Exactement. Alors, on va continuer en parlant un peu de ton actualité, mais on va continuer à parler du podcast. Yes. Comment sont les retours que tu as sur ce podcast Ouais, les retours, ils sont vraiment incroyables, quoi. Ouais. Franchement, je reçois beaucoup. Tous les jours, je reçois des messages. Tous les jours, je reçois des messages hyper positifs. Et puis, c'est très varié. Après, tu vois, c'est mainstream, tu vois, la RTS et tout ça. Le podcast, il est quand même pas mal mis en avant. Non, franchement, je suis très content, je suis très fier. En plus, c'était un peu particulier parce que j'ai vraiment... En fait, quand je disais on l'a terminé au buzzer, on l'a vraiment terminé au buzzer, tu vois. C'est-à-dire que 2 heures avant la mise en ligne, j'étais encore en train d'harceler le réalisateur pour dire ouais, on change ça, on change ça, jusqu'à ce qu'il me dise non, c'est fini maintenant. Donc j'avais peut-être écouté 2 fois en entier avant la mise en ligne. Ouais. Et donc ouais, il y avait un aspect où... Et puis c'était 2 écoutes, plus pour voir les petits défauts, les trucs comme ça, que vraiment quelque chose de global. J'ai juste un pote qui était... qui n'était pas du tout lié, qui avait fait aucune écoute, à qui j'ai envoyé quelques jours avant, tu vois, mais c'était plus à un moment où on pouvait vraiment changer des choses, mais pour avoir une sorte d'avis, et lui, qui a aussi un avis assez critique, il m'avait vraiment fait un retour hyper positif, du coup j'étais là, ok, c'est cool. Mais après, ça a été, ouais, c'est fou. Non, franchement, j'ai jamais eu je pense quelque chose que j'ai fait où j'ai des retours aussi unanimes, j'ai eu aucun mauvais retour, en fait, pour faire simple. Et donc, non, c'est cool, je pense que j'ai réussi à faire ce que je voulais, je pense. J'ai réussi à faire quelque chose d'assez complet. C'est difficile, hein, souvent, de faire un projet où tout ce qui a été mis, c'est ce que tu voulais, quoi. Mais après, le truc, en fait, quand je dis ce que je voulais, c'est globalement, c'est plus... c'est ce truc-là de la petite histoire dans la grande. Ouais. C'est un équilibre, en fait. Je pense que là, il y a un bon équilibre. Et l'équilibre, en fait, avant de l'avoir fait, tu ne peux pas savoir si ça s'est bien passé. Là, c'est les retours des gens et l'engouement que je vois... me montre ça. C'est parce que je pense que c'est pointu et en même temps c'est grand public, tu vois. Et puis je pense qu'il y a des parties qui sont très voilà, où tu apprends des trucs, puis il y a des trucs marrants, tu vois. Puis la musique elle est cool, enfin tu vois. Ouais. Et donc moi je parle plus de réussir à faire quelque chose dans l'équilibre, et ça c'est un truc sur lequel c'est difficile d'avoir de la maîtrise, et c'est sur ce côté-là. Surtout sur 6 épisodes. Et puis, ouais. Et puis surtout qu'en fait, on a enregistré 2 épisodes, et après 1 mois plus tard, 2 épisodes. Puis au début, puis en plus, c'est la première fois que je fais un podcast, tu vois, donc les méthodes de travail, elles ne sont pas du tout pareilles. Les producteurs de la RTS à qui je fais une dédicace, Grégoire Moll aussi, et puis Antoine avec qui j'ai bossé, et le réalisateur qui s'appelle Mathieu Ramsauer, ils connaissaient mieux la manière dont on travaille. Moi, je ne connaissais pas. En fait, en documentaire, si tu veux, tu fais des images. Après, tu amènes les images au monteur, et puis vous créez le film à partir de ce moment-là. Tu vois, c'est le laboratoire et tout ça. Là, le monteur, entre guillemets, on l'appelle le réalisateur en radio. Ouais. Et en fait, moi, j'arrive avec mes trucs, avec mes idées. Ouais, bien, on va bosser. En plus, on avait plein de jours et tout ça. Mais en fait, j'étais censé, normalement, tu vois, en radio, tu es censé arriver déjà avec des interviews montées, avec des trucs. Donc, moi, j'arrivais super à l'arrache à chaque fois. Franchement, les pauvres, ils sont bien pris la tête. Et donc, dans les 2 premières sessions, on était hyper à l'arrache. On était en retard, en fait. Tout simplement, c'était compliqué. Et puis, ils ont un peu manigancé dans mon dos. Et puis, ils ont commencé à me donner des fausses deadlines pour me stresser un peu plus pour la dernière session. Du coup, t'as réajusté. Du coup, j'ai un peu réajusté. Puis, j'ai un peu plus anticipé aussi. Et donc, mais bref, le fait que c'était vraiment, tu vois, dans un temps, franchement, pendant 3 mois, j'ai fait que ça. Et voilà,
il y a vraiment eu quelque chose dès le premier jour où les gens me disaient, ouais, tu vois, surtout les gens me disaient, en binge, j'ai écouté les 6 épisodes d'un coup, machin. Ouais. J'étais, ah ouais, putain, ok, cool. Donc, non, je suis très content. Beaucoup de réactions. Puis c'est un peu le début, hein, je pense. C'est aussi un truc parce que c'est sorti fin juin. Là, nous, on est en août, on a le droit de dire le temps. Ouais, bien sûr. Parce que si maintenant tu Non, traînes, tu le sors en décembre. Non, non, Les gens, non. ils vont pas comprendre. Non, mais la temporalité de promotion d'un podcast, tu vois, elle est vachement différente que pour un film Totalement. ou un album ou un truc. En fait, tu peux promouvoir ça pendant très longtemps. Je pense que c'est aussi un truc que j'aimerais faire écouter. Je pense que même si c'est une histoire très suisse, en France aussi, parce que j'ai fait écouter ça à des gens, à des Français, tout ça, et puis j'ai aussi eu des super retours. Là, il y a un lien commun, de toute façon, qu'on peut Absolument, trouver. ouais, Hein, de toute façon, je pense vraiment, ouais, là, en fait, tout l'espace francophone Exact, peut se sentir concerné par ce truc. Et puis, puis au Rwanda aussi, j'ai un peu fait tourner aussi là-bas, parce que je parle quand même aussi de l'histoire de mes parents, et puis un peu de l'histoire du Rwanda aussi, et de ses liens avec la Suisse. Donc, non, c'est cool. D'ailleurs, j'en profite pour passer un big up au Rwanda parce que j'ai regardé mes stats et j'ai, je sais pas, une dizaine de personnes qui m'écoutent là-bas. Et du coup, je ne sais pas qui c'est, mais du coup, je vous passe mes salutations parce que c'est vraiment quelque chose que je pensais pas. On va voir si j'ai des gens un peu là-bas. On va voir. Exact. Si tu as une influence. Normalement, tu devrais. Un homme d'influence. Effectuer un pic en termes d'écoute au Rwanda. Je compte sur je le souhaite. Compatriotes. Est-ce qu'il y a une suite au documentaire? Et quand je parle de suite, c'est, je sais pas, est-ce que vous avez réfléchi à faire des conférences, à le présenter dans des écoles ou dans des universités? Il y a des choses comme ça qui ont été décidées? Ou alors, si c'est pas le cas, est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu voudrais mettre en place? Ouais, mais je reçois pas mal de sollicitations. Ouais. Okay. Donc ça, c'est cool. J'ai déjà reçu quelques propositions pour des interventions en milieu scolaire. Ouais. On va probablement collaborer aussi avec le musée d'ethnographie. Ah, super. Franchement, je suis ouvert. Il y a aussi un festival qui m'a contacté récemment. Il y a pas mal de choses. Il y a une bonne réception, quoi. Non, il y a une super grande réception. Je reçois des propositions vraiment un petit peu tout le temps. Et c'est cool parce que c'est fait pour ça. Tu vois, moi, c'est pas. Il y a mon histoire, mais ce que je voulais, c'était provoquer justement un débat et puis pouvoir ensuite se baser là-dessus pour pouvoir continuer à parler de ça, tu vois. Et c'est notre histoire, en fait. Le truc, c'est que c'est une partie de notre histoire qu'on connaît peu. Et c'est aussi une partie de notre histoire, tu vois. Une fois qu'on la connaît, on sent qu'on est, en fait, on fait partie du récit national depuis plus longtemps que ce qu'on croit. Donc, donc c'est cool. Moi, après, même Bounty, on faisait des projections scolaires aussi, tu vois. Ça, c'est un truc. Ça, c'est une partie du boulot qui, pour moi, est intéressante. Tu as toujours envie de savoir, tu vois. Là, maintenant, j'arrive, dès que les gens, tu vois, qui me parlent du podcast, je suis toujours là, ok, qu'est-ce que tu en as pensé? T'as vraiment envie de savoir ça. C'est continuer à faire vivre le projet. Hein, exactement. Et puis, surtout que là, c'est un sujet, tu vois, c'est très large, mais moi, je sais pas. J'ai été voir des spécialistes. Je suis pas un spécialiste, évidemment. Maintenant, je m'y connais un peu plus et tout ça. Mais tu vois, il y a ce mélange entre mon histoire et puis après ça, c'est vrai que c'est aussi un des trucs qui est intéressant avec l'histoire des retours et tout. Tu vois, en fait, je reçois beaucoup de retours et des retours, tu vois, de gens vraiment, tu vois, parce que vu qu'on rentre dans l'histoire à travers moi, avec ma voix, tu vois, mais je donne beaucoup, tu vois, de moi, de mon histoire personnelle et tout ça. Et ça, c'est assez intime, hein. Ouais, c'est très intime, tu vois. Et puis il y a ma famille, machin. Exact. Tu vois, là, on a fait. De toute façon, je sais pas quand ça sortira, mais typiquement là, il y a l'illustré, tout ça qui est venu chez toi, etc. Qui est venu, machin, et puis on a fait des photos avec ma famille, avec ma mère, tout ça, parce qu'il y a ma mère dans le truc. Mais quand il me parlait de ça, je me disais, ah ouais, tiens, c'est vrai. En fait, donc je l'ai fait sans nécessairement me dire qu'est-ce que ça allait donner, tu vois, au niveau de l'auditeur. Et c'est au niveau des retours que j'ai, tu vois, vu que je vois que les gens sont vachement touchés et puis qu'ils se sentent proches de moi, en fait. Tu vois, je vois que les gens, ils m'écrivent comme s'ils me connaissaient. Exact. Et vu que moi, c'est plutôt, tu vois, en tant que réalisateur, t'as moins ce truc, t'es moins mis en avant. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé à quel point j'avais beaucoup de... Ce qui est bien, hein, mais c'est vrai qu'au début, j'étais un peu là, ouais, purée, quand même. Ok, d'accord. C'est sérieux. Ouais, c'est sérieux, mais c'est surtout très... Et puis en plus, tu vois, au début, c'est pas nécessairement... Tu vois, là, il y a l'affiche avec ma tronche dessus, et puis il y avait cette pub qui est pas mal tournée, là, où je fais la pub, tu vois, où je parle du podcast. Donc en fait, tout d'un coup, Après, c'était logique, hein, mais c'est parce que... Mais j'incarnais plus que ce que je m'étais dit à la base nécessairement que j'allais incarner. Parce que c'est pas un truc auquel tu réfléchis. Donc là, maintenant, je vois des gens qui sont là, et vu qu'il est beaucoup écouté, mais c'est beaucoup de gens qui... Enfin, c'est intéressant. Mais je pense que ce truc de l'écriture et du jeu,
En tout cas, quand je l'ai fait, je me suis pas dit, parce qu'en fait, c'est quelque chose d'assez naturel pour moi, parce que je viens du rap, tu vois. Dans le rap, on parle en jeu, parle tu de vois. soi On a l'habitude de ça. Et, mais c'est cool. Donc, j'espère que beaucoup de personnes pourront continuer à t'entendre, que ce soit dans des conférences ou dans des présentations. Ouais, ou un remix, un remake Netflix ou un Ouais, truc, exact. tu vois, un vrai Ouais. bail, des vrais. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a des gens qui me parlent de comment on pourrait décliner cette totalement. histoire, tu vois. Franchement, au bout d'un moment, ça t'appartient plus. Bien C'est ça que sûr. je veux dire, tu vois. Dès que ça sort, il n'y a plus rien qui Ouais, t'appartient. Donc, ouais. Bah, Si, écoute, les droits d'auteur, ça m'appartient. oui, t'inquiète. alors, la grosse moula. À peu près, exact. La moula. Euh, alors, maintenant, je voulais passer sur ton actualité, mais de manière plus précise et plus liée au podcast Boulevard du Village Noir. Quels sont tes projets en cours? Alors là, mon projet principal, c'est donc mon second long métrage documentaire, qui est un documentaire qui s'appelle Imihigo, au pays des 1000 objectifs. Imihigo, c'est en fait un processus politique qui existe au Rwanda. C'est un film qui se passe au Rwanda. Et c'est un portrait documentaire du pays à travers ce concept, ce processus politique. Si tu veux, au Rwanda, tous les fonctionnaires, toutes les personnes qui travaillent dans le secteur public, et à plus forte raison les maires de district, donc c'est comme les maires de canton, ils ont des objectifs à se fixer chaque année en termes de développement économique, social, etc. Et ils sont chaque année classés du 1er au 30e selon l'achèvement de leurs objectifs. Ouais. Tu vois, ouais. Ouais. Et en fait, tu as aussi toute une culture qui découle de ça, une culture des objectifs que tu retrouves jusque dans les villages où les mecs qui sont là, voilà, moi j'ai tel pourcentage de gens qui sont à l'assurance santé, ci, ça. Ouais. Et donc, c'est un portrait du pays à travers 3 personnages. En fait, c'est un peu comme Bounty, en fait, où je suis des gens, mais c'est des gens qui sont impliqués dans ce processus à divers niveaux. Donc, un maire de d'un village ou alors un maire de district, quoi, Okay. de canton, un chef de village, et puis quelqu'un qui travaille dans une administration, parce que aussi tous les gens qui travaillent dans une administration, ils sont concernés un peu comme dans le privé, tu vois, par des objectifs. Et donc, à travers ces 3 portraits-là, je fais une sorte de portrait du pays. Et donc, ça, c'est un film qui sortira au printemps prochain, printemps 2024. Ok, si tout se passe bien, hein, parce que tu nous as dit que des fois les timings... Ouais, mais là il faudrait, parce que c'est une date particulière au Rwanda. En fait, en avril 2024, ce sera les 30 ans de la commémoration du génocide des Tutsis. Et donc c'est important qu'on puisse avoir du contenu aussi qui parle du Rwanda d'aujourd'hui. Ok, à ce moment-là. Donc c'est ce qui va m'occuper c'est ce qui prochains mois actuellement et les prochains mois. Sinon j'ai d'autres projets un peu en gestation plutôt, je dirais. Et dont certains, pour être honnête, en fait, t'es obligé quand tu travailles, quand tu es réalisateur et que tu travailles dans mon secteur, d'avoir plusieurs projets en parallèle. Et puis tu en as des fois qui sont un petit peu éteints et d'autres qui, tu vois, et il y en a un où j'en ai 2 que j'ai pas réussi à produire. Et typiquement, quand je parlais du fait d'avoir réussi à faire ce que je voulais là avec ce podcast, c'est quelque chose qui me fait me dire peut-être que maintenant j'aurais là typiquement j'avais un projet que j'avais pas mené à bien avec une boîte de production parisienne qui est aussi lié à la culture et à la culture noire un peu plus largement, etc. Mais j'avais pas vraiment trouvé l'angle. Puis là je lui ai envoyé le podcast, puis j'ai dit voilà, je pense que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, peut-être qu'on peut essayer de relancer. Donc il y a aussi des fois, il y a besoin d'étapes aussi, tu vois. Il y a besoin d'étapes. Il y a des trucs que tu arrives à faire, il y a des trucs que pour diverses raisons tu n'arrives pas. Et puis après, essayer de regarder maintenant. Est-ce que là, ce serait... Un peu comme la musique, finalement. Hein. Peut-être que... Exact. Ouais, c'est ça, tu restes dedicated. Exactement. En fait, je n'avais même pas calculé. C'était ça depuis le début, la phrase. Exactement. Ouais. Si tu avais pu avoir les droits, tu aurais mis le son de Nipsey, évidemment, comme générique. Dedication, ouais, exactement. Mais écoute... Non, mais c'est ma question, parce que... Parce que c'est un morceau que j'aime beaucoup. Ouais. Dedication, hard work and patience. C'est ça. Avant qu'on passe aux questions finales, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? À quel niveau ? Professionnel, déjà. Professionnel. Ouais. Après, pour le reste, on te souhaite plein de santé et plein de bonnes choses. La santé, l'amour, la famille, les enfants, tout du lait, du miel et tout et tout. La moula aussi. La moula. Ouais, on peut me souhaiter la moula. Ouais. Non, pour ceux qui ne savent pas, la moula, c'est l'argent. Hein. La moula. Ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est marrant, de pouvoir développer des projets qui me plaisent, qui me parlent, et
puis des projets je dirais de plus grande ampleur un peu à chaque fois. Je pense que, franchement, c'est ça. Moi, principalement, c'est de pouvoir continuer à vivre de ça, de ce que j'aime. Et bah, tu vois, là, le truc, en plus, c'est... Il y a aussi quelque chose, le fait que ce soit déjà, le podcast, c'est particulier, tu vois. Ce que je remarque beaucoup, typiquement, là, je dois pas mal... dans la promotion, en tout cas, du projet, je dois spécifier, tu vois ce que c'est. Parce que maintenant, à 90%, pour les gens, un podcast, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, tu vois. C'est se poser, avoir une discussion. Donc, il y a beaucoup de gens, ils se disent qu'en fait, pendant 6 épisodes, je suis posé, puis je suis en train de parler du racisme et tout ce qui peut paraître moins sexy de prime abord. Donc, chaque fois, j'explique, non, c'est un documentaire audio, on fait ci, on fait ça, un truc et tout. Et donc, là, je vois, il y a un engouement vraiment par rapport à ce truc. Et c'est aussi ce truc, des fois, sur les projets, tu vois, tu te dis, en commençant, je me disais pas de base, un podcast, c'est ça qui va vraiment faire un truc, tu vois. Et là, je vois tout ce qui se passe. Et donc, c'est intéressant. Et moi, ça me fait me dire aussi que, en termes de film, ça fait longtemps que je me dis que je vais aussi passer à la fiction au bout d'un moment. C'est pas tout de suite le cas, je pense. Mais t'en as envie. Mais c'est quelque chose dont j'ai envie. Okay. Et qu'en fait, en gros, moi, c'est la création et c'est le storytelling aussi, mon truc, tu vois. Et je pense que ça aussi ça me donne... ça me libère aussi un petit peu. C'est pas seulement être réalisateur, parce qu'on se définit souvent, et puis je me dis, là, il faut que je fasse ça, là, il faut que je fasse ça. Là, je me dis, en fait, il y a plusieurs médiums, il y a plusieurs choses. Là, je vais pas nécessairement me dire, oui, il faut que je fasse un autre podcast pour battre le fer tant qu'il est chaud. Je suis pas devenu monsieur podcast. Je pense que j'ai réussi à faire un truc parce que j'avais la bonne histoire, la bonne manière d'en parler, tu vois. Mais ce qui compte, c'est en fait ce qu'on a à dire, plus que le médium, tu vois. Et donc, en gros, ouais, peu importe un peu le format. Puis aussi, le fait de passer beaucoup de temps en studio, ça m'a ramené un petit peu à la musique aussi, tu vois. Donc, peut-être que c'est aussi quelque chose qui pourrait me ramener en studio. Donc, je sais pas, on pourrait me souhaiter de pouvoir développer des projets que j'aime, continuer à en vivre et puis avoir des projets de plus en plus grands et de plus en plus intéressants et qui parlent surtout aux gens, quoi. Et qui permettent aussi ce qui guide un peu mon travail, que ce soit dans la musique et dans tout, c'est aussi de parler de ma culture au sens large, que ce soit la culture des diasporas noires, tu vois, Bounty, c'est le côté afro-suisse, ce film-là, c'était ça aussi, parce que c'est des choses en grandissant que je voyais pas. Et puis, en fait, c'est le fait d'avoir des stories, des histoires, des films, des albums, du contenu qui permet de nous intégrer au récit national, tu vois, je pensais un petit peu ça, la guideline. Et puis, c'est vrai que là, maintenant, j'ai commencé je fais ce film au Rwanda. Moi, je passe de plus en plus de temps aussi là-bas et j'ai envie aussi de pouvoir parler parce que le Rwanda, c'est un pays où il se passe une révolution sociétale à plein de niveaux et c'est intéressant, tu vois, d'être là-bas et j'ai aussi envie de pouvoir accompagner et créer des projets là-bas. Donc, donc c'est un petit peu tout ça. Tout ce qu'on peut te souhaiter, alors. Yes, merci beaucoup. J'espère que toutes ces choses avanceront et peut-être qu'on aura une autre discussion après ton prochain projet en espérant qu'il ait encore plus de succès. Rendez-vous. Exactement. On va passer sur les 3 dernières questions que je pose à chaque invité. Ça marche. La première, c'est comment es-tu resté aussi dévoué toutes ces années? La moula. Non, justement pas la moula. Mais parce que la patience, c'est pas un de mes traits de caractère. Par contre, je pense que j'ai un drive interne. Je sais pas si c'était le bon terme que je voulais utiliser, mais tu vois, je pense qu'il y a quelque chose qui guide ce que je fais depuis que je suis jeune. En fait, ce qui est intéressant aussi dans ce podcast, c'est qu'il y avait quelque chose un petit peu comme ça, une sorte de boucle bouclée, parce que, en tout cas, au niveau de ces questions de l'identité noire, machin, parce que, en fait, je prends ma musique, là, depuis que je suis petit, mes premiers textes, ils parlent de tout ça, tu vois. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a vraiment le besoin de dire quelque chose, de représenter un petit peu ce que je suis, ma culture, les gens autour de moi, ce que je vois pas. Et donc, je pense que c'est ça qui, en tout cas, par rapport à mes projets, pour rester dedicated, il n'y a pas vraiment de terme français pour dedicated. Il est compliqué. Dévoué, c'est le plus proche. Dévoué, ça fait bizarre. Ça fait pas aussi stylé. Pour rester, c'est clairement pas aussi stylé. Pour rester aussi dedicated. En tout cas, ce qui on peut dire déter. Déterminé, c'est pas mal. Mais c'est un mélange de tout ça. Ouais. Mais je pense que c'est ça, c'est le fait d'avoir vraiment... C'est-à-dire que ce qui me guide, c'est ni l'argent, ni la... En fait, quand tu as...
quand tu es guidé par, on va dire, même pas des intentions nobles, parce que là encore, il y a même trop de morale là-dedans, mais c'est simplement quand il y a vraiment quelque chose qui, donc, que tu as besoin, je pense, de dire. Je pense qu'il y a un besoin, tu vois. Ouais. Il y a un besoin, et donc c'est ça qui fait que... Et puis en fait, la vérité pour dire ça, tu vois, parce que quand on parlait de Bounty, ça me fait marrer, parce que chaque fois que j'en parle, même quand je dis, ouais, on commence en 2011, ça finit en 2017, en fait, tu as commencé aussi, tu vois. Tu n'avais pas le choix, j'ai signé un contrat. Il faut terminer. Non, mais c'est vrai, il y a des moments où tu... Parce que c'était pas évident, tu vois. Même quand il sort pas pendant 2 ans, tout ça, machin, puis il faut continuer à y croire et tout. Puis j'avais des boulots à côté, là, maintenant. Ça fait depuis cette époque-là, maintenant, je fais plus que ça. Mais pendant toutes ces années-là, je faisais des remplacements à l'école primaire, je bossais dans un bar, je faisais plein de trucs à côté. Et ouais, donc je pense que, ouais, il y a ça. Tu t'engages dans quelque chose, tu sais que c'est un processus long, et puis ouais, je pense que... Ouais, je pense que je dois avoir aussi un côté un petit peu têtu. Mais si maintenant c'était des sujets que je ressentais pas le besoin vraiment de porter aussi, je pense pas que j'arriverais à rester dedicated. Superbe. Bon, bah, en tout cas, malgré le fait que tu trouvais pas forcément le mot, je pense qu'on a bien compris ce que tu essayais de dire ici. Non, mais en même temps, ma mère, c'est une prof de français, c'est pour ça que j'essaie de trouver le bon mot. J'essaie de trouver le bon mot. Mais tu vois, ça fait partie des choses où c'est des trucs de quinri, quoi. Exactement. Quand on trouve jamais le mot. Un mot pour dire 8 choses en même temps. Ouais, exactement. Ouais. Mais ça m'a fait direct penser. Mais le morceau, c'est un petit peu. Ça découle de là. Totalement, ouais. Ouais, d'accord. Exactement. Deuxième question que je pose à tous les invités. Si tu as un endroit, un resto, une recommandation culturelle, évidemment autre que ton podcast Boulevard du Village Noir, un livre, de la promo. un livre, un film, une série ou un endroit que tu recommandes pour les auditeurs suisses. Auditrices, pardon. Pour les auditeurs, si c'est un endroit, c'est sûr que là, ça va être un peu local. Après, si c'est pas, ouais, c'est très bien. Alors, je vais faire un peu de tout. Je vais parler d'un endroit. Ouais. Mais c'est vrai qu'on va penser que je suis obsédé par la promotion du podcast. Alors, pour les personnes qui aiment les panini, ouais. Les meilleurs panini de la ville se trouvent à Genève, donc. Se trouvent à Genève, bien sûr. Ouais. Au Grand Café, c'est boulevard Karl Vogt. J'ai pas le numéro en tête, mais ça s'appelle le Grand Café, juste à côté de l'Unimail. Okay. C'est connu aussi comme chez Patrick. Okay. Et c'est les meilleurs panini du monde, tout simplement. Et j'irai goûter. Hein. Franchement, vas-y. Et là, ça va vraiment faire mégalo à mort, mais c'est la vérité. Vous pouvez demander le chaka là-bas. Ah, c'est incroyable. Un chaka, voilà. À part si... Ah non, je suis désolé. Il est pas halal du tout. Il y a du porc, donc si on peut pas manger de porc, c'est compliqué. Mais on peut demander de la viande séchée à la place. Et là, ça s'appelle un chalissa. Bon, ça, c'est encore d'autres détails. Mais voilà, le panini Patrick. Pour ton endroit. Boulevard Karl Vogt, Grand Café, c'est les meilleurs panini du monde. En termes de recommandations plutôt film, je vais parler une recommandation film, une recommandation musique. Recommandation film ou série, qu'est-ce qui m'a parlé dernièrement ? Ça a l'air difficile. Hein. Ouais, non, parce que j'ai pas vraiment pensé. J'essaie d'être... mais non, mais bon, série ou un documentaire ou un truc qui m'a plu dernièrement, qu'est-ce qu'il y aurait ? En fait, j'ai rien regardé depuis un bon moment, là. Ah ouais, mais j'avais fait la recommandation de Serial qui était pas mal. Ah oui, je peux... Exactement, ouais, Serial. Serial, c'était bien. Alors... le podcast. Ouais, le podcast. En termes de podcast, je vais faire une recommandation, un podcast qui m'a plu et que je trouvais un peu inspirant aussi. On m'avait orienté au moment de l'écriture là-dessus. C'est un podcast français qui s'appelle Mes années boom. Mes années boom, c'est pour les années boom et Diem. C'était le nom d'un des premiers présidents post-indépendance en Algérie. Mm-hmm. Et puis c'est une femme, une journaliste dont le père a été assassiné en Algérie quand elle était enfant, pendant ces années-là. Et elle retourne en Algérie un petit peu sur les traces de ce qui s'est passé avec son père. Et puis à travers ça, elle parle de la société algérienne, de son histoire. Donc il y a un petit peu ce côté histoire, une petite histoire de la grande. Et puis moi, ça m'a vraiment plu. Ça s'appelle Mes années boom. Ok, donc très bien. Cool, ouais. Et ton son du moment ? Et mon son du moment, on va demander à Spotify. Alors mon son du moment... allez, on va faire un truc un peu, une recommandation cool.
Quel est l'artiste qu'il faudrait un petit peu mettre en avant? Alors, c'est pas forcément un pas artiste l'artiste, suisse. mais un son. Mais... Ah non, bah, ouais. Alors là, si j'ai commencé à faire la promo de mes potes et tout. Je dirais qu'il... Je vais faire le gars un petit peu... Alors, une artiste qui est très forte, que j'aime bien. Alors, moi, j'aime beaucoup la soul. Est-ce que je dirais elle ou je dirais encore quelqu'un d'autre? Ouais, non, elle est forte. Elle est forte. Et puis, je pense pas qu'elle est trop connue. Je crois que c'est une... Je sais pas si elle est suédoise. En tout cas, je sais qu'elle est en Angleterre. Marie Dahlström. Marie Dahlström. On ira écouter. Sur Spotify, il y a un morceau qui s'appelle Need You, Part 1. C'est un gros son. C'est lourd. Oh, ben, on ira écouter. Après, j'ai pas les droits. On va pas se mentir. On n'a pas les droits. Mais vous pouvez y aller. Vous pouvez foncer. Need You, Part 1, Marie Dahlström. Magnifique. C'est lourd. Bon, ben, merci infiniment, Chaka, pour ton temps et ton récit, tes explications. Merci à toi. Une dernière fois, on va recommander à tout le monde d'aller écouter Le Boulevard du Village Noir sur toutes les plateformes d'écoute et sur RTS Play, pardon. Spotify. Exactement. Podcast et en espérant que tous tes projets continuent à se développer avec le succès qu'ils méritent. Et pour vous, tous les auditeurs et les auditrices qui sont encore là, merci de nous avoir écoutés. Et vous pouvez toujours me faire vos retours sur la page Instagram, donc dedicated_podcast, ou alors directement sur votre plateforme d'écoute comme Spotify où il y a les étoiles, ou alors Apple Podcast où vous pouvez mettre des petits commentaires et des étoiles également. Alors, Chaka, merci une dernière fois. Merci. Là, je te propose d'aller boire un café et un verre d'eau. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Tu as paressé à la place au début. Mais en fait, je suis arrivé, je me suis dit que tu allais me faire le coup de l'express et le verre d'eau. Ouais, ça, c'est un truc. Non, l'express et le verre d'eau. Parce que tous les matins, maintenant, en plus, je suis là un petit peu en train de faire ce truc. Elle me fait un verre d'eau. Je sens que ça, c'est un truc que je vais un peu regretter. Non, bah voilà, on y va. Merci à tous. Merci pour votre écoute. Ciao.